Bienvenue dans ce journal magazine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous irons à Ariwara, dans la province de l'Ituri, où les activités économiques vont bon train, malgré l'insécurité dans cette partie du pays. Nous parlerons également de la victoire du boxeur congolais Martin Bakole, qui vient de battre les franco-congolais Tony Yoka, champion olympique Rio 2016. Mais tout d'abord, l'actualité. Le respect des critères pour les recrutements au sein de l'armée, l'amélioration des infrastructures militaires en RDC, quelques recommandations formulées à l'issue de l'atelier d'éthique et déontologie militaire. Et c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a clôturé cette session. Patrick Moukouy pour les reportages. Malade depuis près de 20 ans de son éthique et de sa déontologie, l'appareil de défense nationale congolaise vient de franchir le premier pas de son processus de traitement en y dressant un diagnostic profond et en proposant de pistes de solutions. Initialement prévues pour 2 jours, les officiers généraux et supérieurs ont eu besoin de 72 heures pour épuiser la matière contenue dans différents sous-thèmes autour de l'éthique et déontologie de l'armée, avec en conclusion de nombreuses recommandations formulées. Sur le principe d'éthique, de déontologie et de leadership, les séminaristes se sont dit qu'il faut sensibiliser et vulgariser le texte, appliquer le trinôme formation, équipement et casernement. Ils ont demandé que soit renforcé le contrôle et l'audit, qu'il soit appliqué les sanctions positives tout comme négatives, qu'il soit respecté le principe de mérite et de compétence, et qu'il soit organisé dans un délai court les états généraux de l'armée. Sur les recrutements, la formation et l'entraînement, les séminaristes recommandent entre autres le respect de critères en choisissant de bons recruteurs, d'adapter la formation aux besoins de l'armée et améliorer les infrastructures. Ce séminariste, en parle le colonel Moukimbi Nenet, leur délégué, affirmait avoir pris l'engagement d'améliorer leur comportement dans l'exercice de leurs tâches et de partager les acquis du séminaire à leurs unités respectives. Fort de cet engagement, le chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République a dans son mot de clôture réitéré sa confiance aux forces armées de la République, appelées à mettre terme au règne de forces négatives qui menacent dangereusement l'intégrité du pays. Les commandants de grandes unités que vous êtes devaient donc être capables, à la fin de ces jours de réflexion, de fédérer et de vous organiser pour adapter vos actions à l'évolution du temps et de l'espace. Ma conviction est de ne pas clôturer un séminaire atelier, mais plutôt mettre fin aux antivaleurs et autres mots MAUX, que vous avez décriés tout au long de vos discussions et qui vous ont caractérisé des années durant. Abandonnez-les, enterrez-les et à jamais prenez un nouvel élan. Clé de voûte du bon fonctionnement de forces de défense et sécurité, la discipline militaire exige un commandement responsable qui doit répondre aux exigences de contrôle et de rédévabilité, ont retenu les séminaristes. Le dernier acte de ce séminaire, c'est ce repas de corps partagé avec le commandant suprême au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Parlons boxe poids lourd dans ce journal avec la victoire du boxeur congolais Martin Bakole, ce dernier qui vient de battre les franco-congolais et Tony Yoka, champion olympique Rio 2016. Une fois de plus, Patrick Moukouy pour les reportages. Il a déjoué les pronostics et mis fin à l'invincibilité de son adversaire. Martin Bakole, numéro 14 mondial de sa catégorie, a battu sur décision partagée des juges le boxeur Tony Yoka dans une folle soirée à Bercy. Décidément, le Français, ses 11 combats sans défaite, n'avait pas la tranche du Congolais qui l'envoyait 2 fois au tapis pendant le combat. Bakole a débuté en pompe le premier round, déstabilisant les plombs de Yoka qui va encaisser une pluie de coups jusqu'au 10e et dernier round. Devant un public acquis à la cause de Yoka,
Le Congolais Martin Bakolé n'a jamais reculé devant son adversaire, visage ensanglanté dès les premières minutes. Le patriote, foulard tricolore au cou, a célébré sa victoire avec la poignée de Congolais venus le soutenir au rythme que seul un Congolais peut en mesurer le plaisir. Cette victoire méritée de Bakolé est plus qu'une interpellation pour les autorités sportives congolaises qui vraisemblablement concentrent toute l'attention et l'énergie au football, laissant pour compte les sports de combat et sports individuels qui de plus en plus attirent des jeunes et fait découvrir de talents de grande classe. Pratiquant la boxe, le taekwondo, le karaté, le judo ou plus récemment les arts martiaux libres dits MMA, plusieurs jeunes Congolais font honneur au tricolore national, notamment à l'extérieur du pays et très souvent sans le soutien des autorités sportives du pays. Est-ce un problème de vision ou de leadership dans le secteur? Plusieurs Congolais consultés pensent que le football est devenu une machine à sous pour une catégorie de personnes. Difficile donc de prêter attention à d'autres disciplines. Il est plus que temps que la pente soit redressée pour valoriser le sport congolais dans sa diversité et rendre l'ascenseur à ceux qui mouillent les maillots et brûlent les calories pour faire honneur au pays. Il s'annonçait terrible de par son gabarit. Les ministres de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale rappellent au public en général et aux organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 14010 du 14 mai 2014 fixant la liste des jours fériés légaux en RDC, la journée du mardi 17 mai 2022, journée de la Révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo, est chômée et payé sur toute l'étendue du territoire national. Fait taquine le 14 mai 2022, signé Claudine Ndouzi, au ministre. Direction au Tchouapa, où quelques membres du gouvernement viennent de lancer les travaux de réhabilitation de l'aérogare moderne de Boende. Images et commentaires. C'est aux environs de 13 heures locales que 3 membres du gouvernement central ont foulé les sols de Boende ce dimanche 15 mai. Guy Luandomboyo de l'aménagement du territoire, Nicolas Kazadi des finances et Chérubin Okende des transports sont venus lancer les travaux de modernisation de l'aérogare de Boende. Et c'est le ministre des Transports qui a posé la première pierre de construction de cette aérogare moderne. Dans son mot, Chérubin Okende a souligné que c'est sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi que la piste de 1400 mètres sera construit à cet endroit un aérogare, une caserne anti-incendie, une tour de contrôle et autres. À son tour, le ministre des Finances a affirmé que les Grands Équateurs figurent parmi les priorités du chef de l'État. Selon Nicolas Kazadi, plusieurs projets réalisés dans le pays n'ont pas tenu compte de la partie ouest du pays et le chef de l'État a décidé de réparer cette injustice. Prenant la parole à son tour comme chef de la délégation gouvernementale, le ministre d'État Guy Luandomboyo a mentionné que ce projet intégrateur de développement de l'espace Grand Équateur va favoriser tant soit peu les activités économiques de la Tchouapa qui n'a que trop souffert du manque d'infrastructures aéroportuaires modernes. Venus nombreuses pour assister à cette cérémonie et en être témoins, la population de la Tchouapa remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir jeté un regard d'amour à cette province longtemps oubliée. Les activités menées par le ministre des Ressources hydrauliques, Mwenze Moukalai, sa descente à la station de Kinsuka. Regardez. Le nouveau poste 220 kV de Kinsuka, dont les travaux de construction ont été lancés il y a 10 mois par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était la première étape de cette visite de travail du ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Olivier Mwenze Moukaleng s'est réjoui de l'avancement des travaux. Construit pour accueillir le courant en provenance de Zongo 1 et 2, l'ouvrage pourra être livré dans 10 mois et va sensiblement améliorer la fourniture en énergie électrique, après bien sûr les travaux d'assainissement. C'est un travail de suivi. Nous revenons aujourd'hui sur le site du poste de Kinsuka pour voir l'avancée des travaux et les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous sommes quand même dans les temps et nous pouvons toujours espérer pour l'année de 2023.
Après la SNEL, le ministre est descendu dans la commune de Mongafula au quartier Kimbwala, à l'usine de traitement d'eau potable de Lukunga. Construit en 1939, un besoin urgent se fait sentir pour la réhabilitation de cette usine, l'une des plus vieilles de Kinshasa, et cela afin d'améliorer la desserte en eau potable. À ce jour, ce site est envahi par des constructions anarchiques. Les populations se sont installées non loin des berges de la Régie des eaux, ce qui rend compliqué le travail de traitement d'eau. Le ministre Olivier Mwende promet de s'investir pour des solutions idoines. Il s'agit là des visites des terrains qui ont permis au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwende Mukaleng, de booster les équipes déployées dans les différents sites pour améliorer la qualité de la desserte en eau potable et en électricité. Après la signature du contrat entre la SINAT et l'entreprise Diamond Cement, l'heure est à la remise-reprise pour la relance effective de la cimenterie nationale des Kimpese. De précision avec notre envoyé spécial Angèle Mabialaland. Nous sommes dans le Congo central. Notre caméra emprunte la direction de Kimpese, à l'usine de la cimenterie nationale, où la délégation du ministère du portefeuille représentant la ministre d'État, la princesse Adèle Kainda Maïna, a présidé la cérémonie des remises et reprises pour la relance de ces géants cimentiers nationaux, jadis fleurons industriels et économiques de la ville de Kimpese en particulier et du Congo central en général. Des visages visiblement meurtris par la misère sociale ont le réel espoir de retrouver les sourires après plus de 10 ans de galère. Pour le numéro 1 du portefeuille, ce contrat d'amodiation devrait impacter positivement les activités de la SINAT par les effets d'entraînement sur le plan économique et contribuer ainsi à l'amélioration des conditions de vie des agents et cadres de la SINAT ainsi que de toute la population du Congo central. Motaparti Rohit Bradas, directeur général de Diamond Cement, a effectué le tour du propriétaire. Question de prendre possession du site et de faire l'état de lieu. Il a promis de respecter scrupuleusement les clauses du contrat et de moderniser cette entreprise du portefeuille de l'État. La cimenterie nationale de Kimpese a 5 carrières au total. Et ici où nous nous trouvons, c'est la première carrière qui a une profondeur de 45 mètres. Mais malgré les 40 ans d'existence de la SINAT, cette carrière n'est pas totalement exploitée. Elle a encore de l'avenir devant elle. Ici, on exploite de calcaire et au-dessus, derrière moi, on exploite l'argile, 2 produits qui concourent à la fabrication du ciment gris. Depuis la carrière Exor à la SINAT Kimpese dans le territoire de Songololo dans le Congo central, Elitumba, Angèle Mabialalandou pour la radio-télévision nationale congolaise. En semaine, le chef de l'État, commandant suprême de FRDC, a présidé les séminaires d'éthique et déontologie militaire organisés par le ministère de la Défense nationale. Félix Antoine Tshisekedi a également pris part à la COP 15, sommet organisé à Abidjan sur la sécheresse et la désertification. La semaine en 5 avec notre confrère Kibambeso Moïsa. Après une visite éclair à Djouba, au Soudan du Sud, le président de l'Airbus, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en compagnie de son épouse, la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi. En début de semaine, le président de la République a pris une part active au sommet des chefs d'État sur la sécheresse et la restauration des terres organisées dans le cadre de la COP 15. Le président de la République et ses homologues ont adopté la déclaration d'Abidjan, un engagement politique pour concrétiser la lutte contre la sécheresse et la désertification en Afrique. Ils ont aussi convenu d'investir dans la réparation des terres dégradées. La République démocratique du Congo, pays solution dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité au niveau mondial, est partie prenante à l'élaboration de la stratégie africaine pour contrer la désertification et la dégradation des terres. En marge de la 15e conférence des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, la COP 15, le président de la République, accompagné de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, a rencontré la communauté congolaise des Côtes d'Ivoire venue se mettre à l'écoute du couple présidentiel. Le chef de l'État
a exhorté ses compatriotes de la diaspora à honorer leur patrie à travers l'adoption d'un comportement digne et responsable vis-à-vis du pays d'accueil. Le président de la République a mis à profit ce moment de partage pour inviter le peuple congolais à plus d'unité, de fraternité, de patriotisme et à bannir le tribalisme afin de relever les énormes défis auxquels la RDC est confrontée. De retour au pays, le président de la République a participé par visioconférence à partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine à la réunion du bureau de la conférence de l'Union africaine. Plusieurs sujets ont été débattus au cours de cette réunion. L'accès aux vaccins produits en Afrique, l'impact de la crise russo-ukrainienne sur le continent, les élections au Parlement panafricain et des consultations pour compléter la conférence de l'Union africaine exercice 2022. L'éthique et la déontologie militaire au sein des forces armées de la RDC, c'est le thème principal du séminaire ouvert par le président de la République, commandant suprême des FARDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la RDC. Le commandant suprême a souligné que ce séminaire se veut un haut cadre stratégique pour une réflexion approfondie sur la discipline militaire. Organisé par le ministère de la Défense, ces séminaires devraient permettre aux participants de s'imprégner et d'intérioriser tous les préceptes qui fondent la discipline au sein des services de défense et de sécurité. Autre sujet d'actualité de la semaine, c'est la participation de la RDC à Indaba Mining 2022 à Cape Town, en Afrique du Sud, où le Premier ministre a conduit la délégation de la RDC. L'éclairage public rétabli sur la route vers l'aéroport d'Ndjili. En justice, le verdict est tombé cette semaine dans l'affaire de vente de munitions aux groupes armés. Entre-temps, la loi électorale proposée par le groupe 13 était passé au crible à l'Assemblée nationale. Le tout dans ses condensés signés Fifi Mukundi. L'actualité en semaine a été à prédominance sécuritaire et électorale. À l'Assemblée nationale, les députés ont levé de grandes options autour de la loi électorale initiée par les G13. Sur les 18 thématiques proposées, la plénière en a retenu 5. Le texte est renvoyé à la commission politique, administrative et juridique pour toilettage. La commission dispose de 10 jours. Au chapitre de la sécurité cette semaine, en Ituri, le porte-parole du gouvernement militaire a livré des éclaircissements sur les circonstances de la mort des compatriotes et les dégâts matériels suite aux affrontements entre les milices du Codeco et Zahir à Djougou. Pour lui, les deux groupes armés s'étaient opposés sur le contrôle d'une carrière d'exploitation artisanale de l'or. Toujours en Ituri, le ministère public a requis la peine de mort aux 9 militaires FARDC, dont 14 officiers, arrêtés dans l'affaire de vente de munitions aux groupes armés. Quant à leurs complices, les civils ont été condamnés à 10 ans et 20 ans de prison ferme. À Kinshasa, 3 bandes de criminels ont été arrêtés et présentés au commissaire provincial de la police nationale congolaise. Des armes saisies, des victimes identifiées dans 4 communes de la capitale. Au Sénat, le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction a répondu à la question orale relative à l'exécution des travaux de la centrale hydroélectrique de Katende et les inondations dans les villes et territoires de Kalemi et Kabalo. Une réplique jugée peu convaincante par l'initiatrice de la question. En Afrique du Sud, au forum Indaba Mining, la voix de la République démocratique du Congo a été portée par le Premier ministre avec une grande insistance sur les opportunités qu'offre notre pays dans le secteur minier. Une autre rencontre qui a défrayé la chronique cette semaine, c'est COP15 tenu à Abidjan en Côte d'Ivoire. Occasion pour la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, de proposer aux chefs d'État et de gouvernement de trouver des moyens pour soutenir les femmes œuvrant dans les secteurs agricoles victimes de sécheresse. Au Sankourou, le trafic sur l'avenue Kabinda est devenu normal grâce aux travaux de réhabilitation effectués par l'OVD. Enfin, l'éclairage public du centre-ville jusqu'au niveau de l'aéroport d'Ndjili a été rétabli, l'opération lancée par les gouverneurs de la ville de Kinshasa.
Comme annoncé tout au début de ce journal, dans la province de l'Ituri, les activités économiques sont développées pour donner à Ariwara un nouveau visage. Malgré l'insécurité, les infrastructures de base sont érigées au bénéfice de la population. Un dossier signé Sélémani. L'Ituri n'est pas seulement une province reconnue suite à l'insécurité, mais c'est aussi un endroit où il faut beau vivre, un lieu où l'on assiste à un essor architectural. Le centre commercial d'Ariwara, situé à plus de 350 km de Bunia, en territoire d'Aru, est un exemple parmi d'autres. Des maisons y poussent comme des champignons. Les activités commerciales sont intenses avec la province du Haut-Ouélé, voire avec les pays voisins, à savoir l'Ouganda et le Soudan du Sud. C'est ici que l'opérateur économique Kenda Odou James a mis en application son sens d'entrepreneuriat pour investir dans cette partie du pays. Il œuvre dans plusieurs domaines, notamment le transport, les hydrocarbures, la construction des infrastructures et autres. C'est son entreprise Maisha Niamungu qui a réhabilité l'axe routier Bunia-Libi sur la RN27 à la grande satisfaction des usagers. Nous étions en train de souffrir ici à cause du mauvais état de cette route. Nous nous réjouissons des travaux exécutés par Maisha Niamungu. Nous demandons à d'autres entités longeant cet axe routier de les accompagner dans la réalisation de ces travaux, comme je l'ai fait, car il y va de notre intérêt, d'autant plus que sur la route, il n'y a pas de développement. Un entrepôt moderne du type B dans le secteur pétrolier est au service de la population. Oui, entrepôt. Oui, on a salé les type B, les sous-douane. Cet entrepôt est de type B. Il est sous douane pour des réserves stratégiques qui peuvent servir toute la Grande Orientale et ailleurs. Dans un avenir proche, Kenda Odou James compte asphalter Ariwara et d'autres routes d'intérêt économique. Sedine, fils de l'Ituri, compte aussi se lancer dans l'aviation pour desservir la population de l'Ituri et pourquoi pas celle de la RDC. Oui, nous avons un projet, il y a aussi la barrage de courant. J'ai un projet de construire un barrage électrique à Aru et asphalter les routes de Aru jusqu'à Nyanya. Aru, Ngote, Magi, Nyanya. Ce n'est pas tout. La route Ariwara-Ingbokolo, Kengezibaz, à la frontière avec le Soudan du Sud, est complètement réhabilitée. Deux ponts sont construits à Kumuru et c'est le tronçon Kengezibaz pour la circulation de la population. Au regard du boom économique et immobilier, la localité d'Ariwara mérite d'être élevée au rang d'une ville en province de l'Ituri. La Commission nationale de la concurrence tire la sonnette d'alarme sur la consommation de la gamme de produits chocolatés Kinder. Ferrero International, fabricant de cette marque, a rappelé un certain lot de chocolat Kinder pour contamination de la salmonella. Yolande Voka pour les reportages. La bactérie salmonelle peut causer de la diarrhée, des crampes d'estomac, des nausées, des vomissements et de la fièvre. Les symptômes peuvent être plus graves chez le jeune, enfants et ceux dont le système immunitaire est affaibli. La Commission nationale de la concurrence, CONAC, a établi que tous les articles rappelés énumérés dans l'avis d'avertissement 6 juin ont été fabriqués dans la même usine de la ville belge d'Arlon et ont été exportés vers plusieurs pays, dont la République démocratique du Congo, pays membre du marché commun de COMESA, grâce à sa surveillance du marché, avait appris que la société Ferrero International, fabricant d'une gamme de produits de chocolat appelés Kinder, a rappelé certains de ses produits de plusieurs pays du monde pour la raison sus-évoquée. Eu égard à ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article précité du règlement de COMESA, la Commission nationale de la concurrence, CONAC, souhaite informer le public de la République démocratique du Congo de faire preuve de prudence et d'éviter l'achat ou la consommation de produits rappelés ci-dessus. En cas de l'existence en stock des 10 produits, rapportez-les au point de vente pour un remboursement complet.
Les consommateurs susceptibles d'avoir consommé les produits concernés et apportant la preuve qu'à la suite de cette consommation, ils ont subi un préjudice ont droit à une indemnisation conformément à l'article 36 du règlement de COMESA. La Commission nationale de la concurrence, CONAC, souhaite en outre demander à toute personne qui a acheté et ou consommé le produit et qui n'est pas à mesure d'obtenir un remboursement ou une indemnisation ou qui établit que le produit rappelé est vendu sur le marché national de signaler l'affaire à la CONAC au numéro +243 99 69 19 804. Ou contacter les sous-signeux M. Francis Ilunga Lubumbashi, coordonnateur adjoint en charge de l'intégration économique sur conac-rdc@hotmail.com pour le bien-être des consommateurs et du plaidoyer sur les bonnes pratiques de commerce. Parlons de cette mission d'inspection de l'Office congolais de contrôle à la frontière de Kasumbalesa. Nous sommes bien dans le Haut-Katanga. À la tête d'une forte délégation, le directeur général ad intérim de l'Office congolais des contrôles, Gabi Lubiba Mampuya, a foulé les sols de la ville de Kasumbalesa, province du Haut-Katanga, avec un objectif bien précis, inspecter le service de l'OCC à la frontière RDC-Zambie. Le DGAI de l'OCC, Gabi Lubiba Mampuya, tient mordicus à garantir une consommation saine des produits sains, qualitativement et quantitativement contrôlés selon les normes internationales. À son arrivée, il fut accueilli par le chef d'agence de l'OCC Kasumbalesa, Patrice Kitenge Mboui Malamba, en présence du directeur provincial Thierry Mwengwe Kabambi. Sur place, Gabi Lubiba Mampuya, DGAI de l'OCC, a d'abord présenté les civilités au maire de la ville de Kasumbalesa et ensuite présidé en rafale une série de réunions avec le chef d'agence, la délégation syndicale, les corps féminins et les agences et cadres de l'OCC. Après avoir écouté leurs doléances, le directeur général a longuement sensibilisé et conscientisé le personnel de l'OCC Kasumbalesa sur le rôle capital qu'il est appelé à jouer, celui de la protection de la population congolaise de par ses prestations. Nous sommes un des maillons importants dans la chaîne de sécurisation de la population et les agents OCC devaient être rappelés, ils sont redevables à l'État, donc ils doivent travailler pour la sécurisation de la population, ils doivent travailler pour la protection de la population. Pour les travailleurs de l'OCC Kasumbalesa, depuis l'avènement de la nouvelle équipe dirigeante, les réalisations se multiplient de plus en plus à l'OCC, et cela à la satisfaction de tous. À Luisa, dans les Kasaï centrales, où les routes, les écoles et hôpitaux sont à l'état de délabrement total. Constat des députés national Alidor Kaboubou. Ces derniers sollicitent l'appui du programme du développement des 145 territoires pour les Kasaï centrales. Des précisions avec Médal Mbouyal Mangal. Un centre de santé qui n'a rien à envier à un mouroir. C'est la réalité du Congo profond. Dans le territoire de Luisa, au Kasaï central, Samwanda est une mission catholique située à près de 65 km du centre de Luisa. Samwanda, c'est aussi le cri de détresse de la population congolaise. Après avoir parcouru des kilomètres pour se rendre à Luisa, le député national Alidor Kakoubou s'est retrouvé face à cette triste réalité. Le premier regard a provoqué la compassion pour l'élu de Luisa. Voilà qui explique son assistance en termes de prise en charge des malades et des femmes qui ont accouché. L'autre visage du Congo profond, c'est la dégradation très avancée des infrastructures routières, sanitaires et scolaires. La population plaide pour un appui institutionnel aux routes de dessert agricoles. Le contact avec ses électeurs de Luisa était une belle opportunité pour le député national Alidor Kakoubou de sensibiliser la base sur le projet de modernisation des 145 territoires initié par le président de la République comme le mécanisme institutionnel de résolution des problèmes. Il a lancé un appel
à tous les détenteurs du pouvoir pour accélérer la construction de la route Kananga-Kalambambouji qui mène en Angola. Cette route demeure pour l'espace kassaïen une fenêtre d'opportunité. Impact de la redevance minière dans les entités territoriales décentralisées de la province de Haut-Ouélé avec la construction, la réhabilitation et la modernisation des différentes infrastructures sociales de base. Pierre Mbouyou nous en parle. Diverses entités territoriales décentralisées disséminées dans les vastes territoires de Ouatsa et Faradj, dans la province du Haut-Ouélé, jadis enclavées et démunies, les infrastructures sociales de base vivaient dans une autarcie criante sanctionnée par les processus d'un sous-développement. Douba, avant que Kibale n'y arrive, c'est que les gens vivaient, il n'y avait que l'orpaillage. Il n'y avait pas autre activité parce que c'est une cité minière. Mais aujourd'hui, Douba donne une configuration d'une ville à devenir vu l'afflux des personnes qui viennent de partout à travers le pays, à travers l'Afrique, grâce notamment à l'opportunité que Kibale offre depuis son implantation. Avec l'avènement de la firme aurifère Kibale Gold Mine dans cette partie du pays, cette dernière qui concrétise les prescrits du code minier congolais tel que révisé en 2012 dans le processus de la cristallisation de l'article 242, gage du paiement de la rétrocession minière aux dites entités, avec un impact visible avéré. La redevance minière a amené une autre réalité. Parmi les 6 ZED qui bénéficient de la redevance, tous, partout, sur tous les plans, vous trouverez qu'il y a des changements, malgré ça se diffère en termes de pourcentage par rapport aux revenus. Parce que le chiffre est bien publié et connu. Kibale ne cache rien. Kibale étale tout sur l'argent destiné pour le développement, pour changer le milieu. 6 ans, jour pour jour, depuis que l'ancien ministre de la Culture et des Arts, Banza Moukalay, nous a quittés. Et sa famille biologique est allée se recueillir au cimetière Sapin 2 à Lubumbashi. On fait le point avec José Baïtombo. Les larmes coulent encore comme si l'événement s'est produit récemment. La disparition brusque de feu Baudouin Banza Moukalay Sungu. 6 ans après sa famille biologique, la fondation portant son nom, dont la présidente est assurée par Michou Banza Kabange, se souviennent de celui qui fut un père, un époux, un frère. Il était un homme, une figure de prône de la politique de la RDC. C'était un homme responsable. Pour notre famille, c'était un homme, un père loyal. Tout le monde le considère comme quelqu'un qui est un véritable leader exemplaire. Anastasie Dianda Misenga, la veuve de Banza Moukalay et la famille se sont rendus au cimetière Sapin 2 à Lubumbashi pour le recueillement et le dépôt des gerbes des fleurs. Lubumbashi, ville qu'il a vu grandir, commençant ainsi sa carrière politique et professionnelle comme journaliste au journal Kipangi et le journal Yumbe, élu député national dans la circonscription de Lubumbashi plusieurs fois. Ministre et vice-ministre. Il servait tout le monde et vous vous rappellerez que tous les jeunes étaient en tout cas à côté de lui. C'est ce qui a fait que ce monsieur a résisté avec beaucoup de mandats. Chaque fois, il était voté parmi les 2 premiers. Avec ça, il a été promu pour la première fois au titre de ministre chargé avec le Parlement. Celui qui a commencé ce titre. Enfin, ministre de Culture et Arts. Diplômé de l'INASA en langue et littérature française au campus de Lubumbashi et écrivain qu'il était, Banza Moukalay Sungu nous a légué un grand héritage par ses œuvres littéraires comme Ma vérité sur le maréchal Mobutu et Les mots récurrents, pour ne citer que cela. Né le 2 janvier 1953 à Mbandaka dans le Grand Équateur, mort à l'âge de 63 ans le 14 mai 2016, Banza Moukalay Baudouin a laissé derrière lui une veuve et une famille nombreuse. Parlons politique dans ce journal avec cette clôture de la mission de sensibilisation sur le processus électoral 2023 par le président fédéral de la commission électorale de l'UDPS. La cellule UDPS Gombe, qui a été choisie par le président de la commission électorale permanente de l'UDPS, Maître Hubert Poutou Moussongele, pour boucler
sa tournée de sensibilisation sur les missions dévolues à cet organe statutaire de ses partis. Dans sa communication, Hubert Poutou s'est apaisanté sur les dispositions statutaires et les missions de la centrale électorale du parti d'Étienne Tshisekedi. Une façon pour lui de mettre les troupes en ordre de bataille pour mieux aborder les échéances électorales de 2023. Nous avons appelé les cellules, les sections à la mobilisation et en faisant les recrutements des membres, en faisant ce que nous appelons au sein du parti l'encadrement, la formation et la fidélisation. Et la mission pour laquelle nous faisons ce travail, c'est pour rechercher la majorité parlementaire. Parce que vous êtes sans oublier qu'aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée nationale où nous sommes dans une mosaïque qui appelle plusieurs partis pour faire cette majorité que nous avons, nous appelons l'Union sacrée. Mais en tant que parti politique UDPS, en tant que Lukunga, nous estimons qu'il est temps que nous préparions ces élections pour que 2023 nous soit favorable en donnant la majorité parlementaire au président de la République qui est déjà notre candidat en 2023. C'était aussi l'occasion pour lui de rappeler à l'assistance que la participation régulière aux activités de sa cellule de base est une condition sine qua non pour être retenu candidat de l'UDPS aux élections à venir. Politique toujours, le mouvement des Congolais unis réaffirme leur soutien aux actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'était au cours des États généraux du parti. Reportage José Baïtouambo. À la veille des échéances électorales, les mouvements de Congolais unis se mettent déjà en ordre des batailles. De nouvelles stratégies sont envisagées à l'issue des États généraux qu'il organise à Kinshasa. Les partis de Jean-Paul Chivoula Ilunga, Moana Bitinda, qui fait déjà du chemin depuis sa création, se prépare à la tisser large en 2023. Nous sommes d'abord là pour affûter nos armes, nous préparer déjà, dès maintenant, aux élections. Ces États généraux ont fait appel à tous les fédéraux et interfédéraux de province pour que nous puissions avoir un cahier de charges et aussi avoir une ligne de conduite qui nous permettra tous de travailler fort pour le bonheur de ces peuples, parce que la vision du chef de l'État est déjà là. Donc, quitte à nous de travailler beaucoup plus fort et aussi de raffiner jusqu'au Congo le plus profond, travailler notre implantation qui est déjà très avancée. Nous nous battons, nous travaillons 2023. Venez danser avec nous pour la victoire du peuple. Ces États généraux réunissent à Kinshasa toutes les grosses pointures, secrétaire général, présidents interfédéraux de 26 provinces de la RDC, bureaux politiques et autres jusqu'au 17 mai 2022. Les mouvements des Congolais unis, partis politiques basés sur la social-démocratie, plaçant l'homme de tous les secteurs de la vie, souhaitent mettre toutes ses forces dans la bataille pour 2023 à travers plusieurs structures au sein du parti. Terminons ce journal avec cette pose de la première pierre par les cardinal Fridolin Ambongo pour le début des travaux de construction du site de Canaan à Lansele. De précision avec Serge Mata. Situé sur les terrains de Bingi Bingi, dans la commune de Lansele, à côté de la cité Poulmalebo, en construction, plus précisément à l'entrée du site Les Pieds dans l'eau. La future cité, dénommée Canaan, dont le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu a posé la première pierre de construction, est composée d'une église paroissiale, d'un presbytère, d'un centre de santé moderne, ainsi que de l'extension du complexe scolaire Monseigneur Moké et d'une cité pour les personnels de cet établissement d'enseignement primaire. La durée des travaux est estimée à 11 mois. Le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu s'est dit particulièrement heureux d'être partie prenante à ces projets. Soutenir et appuyer financièrement ou moralement ces projets de construction, c'est travailler non seulement au rayonnement de l'Église, mais aussi et surtout de la nation congolaise tout entière. L'administrateur du complexe scolaire Monseigneur Moké de Kalamou, l'abbé Bruno Kakessa, a à cette occasion salué la présence du cardinal Fridolin Ambongo.
Il a ensuite exprimé toute sa reconnaissance à fait Monseigneur Eugène Moké, fondateur du complexe scolaire Monseigneur Moké de Kalamou, pour cette œuvre éducative et caritative qui restera toujours immortelle dans l'histoire. Il a pensé aux pauvres. Pour lui, pauvre, c'est celui qui manque la formation intellectuelle, morale, spirituelle. Raison pour laquelle il a pensé à la construction d'une église, d'une école, mais aussi les agents qui vont assurer l'éducation. Plusieurs élèves, corps professoral et équipe enseignante du complexe scolaire Monseigneur Moké s'étaient mobilisés pour vivre cette journée inoubliable ouverte par la prière de bénédiction du cardinal Fridolin Ambongo. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Je vois Pati Kwedi et Yannick Yangumba. On reste sur la RTNC, la télévision de votre choix. Au revoir.